À l'écoute de l'ERTM, il est 13h au camp Furoun de Gao, la même heure à Soubans et à Koulikoro et partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce point de l'actualité. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire a abrité ce mardi le lancement de la semaine thématique de lutte contre le VIH-Sida, des activités de sensibilisation, de prévention et de dépistage du VIH-Sida dans de nombreuses garnisons militaires du pays sont au menu de cette semaine qui est dédiée aux forces armées et de sécurité du Mali. Les leaders religieux et associatifs sont en conclave ici à Bamako. C'est à la faveur d'une formation qui porte sur le droit de l'enfant, dont l'objectif visé est de renforcer la protection de l'enfance tout en impliquant les chefs communautaires religieux et coutumiers. Dans la page sport, on parlera de la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Il sera également question des compétitions africaines des clubs dont nos deux représentants s'apprêtent à jouer ce week-end au compte des rencontres de poule de la 4e journée. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly revient encore sur l'agroécologie qui demeure aujourd'hui comme une alternative pour faire face au changement climatique ainsi qu'à la dégradation des sols. Pour y arriver, des actions concrètes doivent être menées à tous les niveaux pour protéger notre environnement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dont les titres. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire a servi des cadres ce mardi à la cérémonie de lancement de la semaine dédiée aux forces armées de sécurité du Mali, placée sous le haut coparrainage du ministre de la Défense et des anciens combattants et de son collègue de la sécurité et de la protection civile. Cette semaine thématique de 2 jours se tient autour du thème national. Les FAMA s'engagent pour une armée opérationnelle sans VIH ni SIDA. À l'occasion, plusieurs activités de sensibilisation, de prévention et de dépistage du VIH-SIDA sont prévues dans de nombreuses garnisons militaires du pays. Compte rendu Soumaou Aïdara. Les forces de défense et de sécurité maliennes, plus que jamais déterminées dans la lutte contre le VIH-Sida. Il ne reste que 4 ans. 4 ans pour mettre fin à la pandémie qui constitue une menace de santé publique, conformément aux engagements internationaux à l'horizon 2030. Au Mali, les chiffres sont alarmants. Environ 4000 nouvelles infections sont enregistrées chaque année, selon les données officielles. Face à cette urgence, les FAMA décident d'agir. Isiaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. Les données internationales les plus récentes indiquent que des dizaines de millions de personnes vivant encore avec le VIH, que de nouvelles infections aussi persistent et que nous enregistrons chaque année ces infections qui, au Mali, nous pouvons comptabiliser environ 4000 personnes qui sont nouvellement infectées chaque an, surtout les données de 2024. Plus de 32 000 personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas encore leur statut sérologique. Sur ces 32 000 personnes, 62% sont des femmes et des filles. Seulement 2000 femmes enceintes séropositives, moins de 46% ont eu accès à la prévention de la transmission mère-enfant, provoquant plus de milliers de nouvelles infections au VIH chez les nouveau-nés. Médecin colonel-major Aboubakar Traoré, chef cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Défense et des anciens combattants. Des activités de sensibilisation, de prévention, de dépistage du VIH-Sida, des matchs de football auront lieu dans plusieurs garnisons militaires. Kaye, Kati, Bamako génie militaire, Senou, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Sévaré, Tombouctou, Gao, Minaka et Kidal. Des activités phares seront mises en œuvre au bénéfice des forces armées maliennes, leurs familles et les populations environnantes des camps pour mettre en avant cette thématique.
Au total, 2100 personnes seront dépistées au cours de cette campagne, d'où le thème « Les femmes s'engagent pour une armée opérationnelle sans VIH ni sida ». Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce thème est l'expression d'une volonté politique forte qui nous enjoint à agir avec force et à œuvrer sans relâche au fin de trouver des réponses les plus idoines et durables à la pandémie du sida. Toute chose qui passe par la mobilisation des financements innovants afin d'assurer la prévention et le traitement du VIH fondés sur des données probantes, l'intégration des systèmes de santé, des lois non discriminatoires, l'égalité des sexes et des réseaux communautaires autonomes. En faisant du dépistage une arme de prévention, les forces de défense et de sécurité maliennes rappellent qu'une armée opérationnelle est avant tout celle qui est protégée. Le compte à rebours vers 2030 est donc lancé et pour les forces de défense maliennes, l'objectif est clair, 0 nouvelle infection au sein de leurs rangs. Autre titre de ce journal, le Haut Conseil islamique du Mali renforce les capacités des leaders religieux et associatifs sur les droits de l'enfant à Bamako. L'objectif de la formation est de renforcer la protection de l'enfance en impliquant les chefs communautaires et religieux et coutumiers. La formation porte sur la Convention relative aux droits de l'enfant, la communication pour le changement de comportement, la protection contre les violences et la promotion des pratiques familiales. La Fantama Magnantao pour les détails. Renforcer les capacités d'un noyau de leaders musulmans sur les droits de l'enfant à la lumière de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et des principes de l'islam est d'une grande importance pour le pays. La dite formation va permettre d'élaborer des messages adaptés au contexte religieux et culturel afin de prévenir les violations des droits de l'enfant. Mamadou Diamontani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en août dernier entre le Haut Conseil islamique du Mali et l'UNICEF. Ce protocole d'accord prévoit que les deux structures discutent, échangent et définissent des sujets d'intérêt commun en lien avec l'éducation et les droits des enfants. Je voudrais ici dire solennellement que l'engagement pris par le Haut Conseil islamique du Mali dans cet accord, dans ce protocole d'accord, le Conseil veillera à ce que, suivant les moyens à sa disposition et dans le respect de ces principes qui sont ceux édictés par l'islam, à respecter tous les points du protocole avec l'UNICEF. À travers cette formation de 2 jours, l'UNICEF a saisi l'opportunité pour renouveler sa disponibilité et son engagement indéfectible à faire ce partenariat une réussite, exclusivement au bénéfice des enfants du Mali. Djili Dori Fosca, représentante adjointe au programme UNICEF au Mali. Je suis convaincue que les échanges, les réflexions et les apprentissages qui naîtront de cette session renforceront encore davantage votre engagement à agir ensemble dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux valeurs de l'islam et aux engagements du Mali sur la scène internationale. Je saisis donc cette opportunité pour renouveler notre entière disponibilité et notre engagement indéfectible à faire de ces partenariats une réussite exclusivement au bénéfice des enfants du Mali. Famara Sekou Johnson, secrétaire général du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette initiative se présente comme une opportunité pour renforcer et conjuguer les efforts des deux institutions pour la réalisation des droits et le bien-être des enfants du Mali. Le département en charge des affaires religieuses que je représente ne saurait rester en marge d'une telle initiative qui cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du pays. Au sortir de cette formation, les leaders religieux pourront, avec discernement et sagesse, promouvoir et défendre les droits de l'enfant, notamment ceux des plus vulnérables. La CENTIF Mali et ses partenaires sont à pied d'œuvre à travers une série de rencontres régionales pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il s'agit d'outiller suffisamment les parties prenantes à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Pendant 3 jours, la capitale du Méguéton sera au cœur de cette mission de formation de renforcement de capacité en matière d'entraide judiciaire
financières et des coopérations internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. On en sait plus avec Adama Traoré. Après le retrait du Mali sur la liste grise du groupe d'action financière communément appelé GAFI, en juin 2025, lors de la plénière de cette structure tenue à Strasbourg en France d'une part, et d'autre part dans les soucis de veiller à l'intégrité du système financier, préserver la paix et la sécurité sur notre territoire. C'est tout le sens de cette rencontre initiée par la CENTIF et ses partenaires en collaboration avec le gouvernement du Mali. La thématique de la rencontre porte sur l'utilisation du renseignement financier, confiscation des avoirs, entre-aides judiciaires et coopération internationale. Idrissa Mahamar Aïdra, président de la CENTIF. Le caractère plutôt spécialisé de l'information financière, ainsi que la relative nouveauté du concept, son évolution constante, impose la formation et la sensibilisation des acteurs, notamment ceux des enquêtes, des poursuites et des jugements. Après plusieurs formations intervenues à Bamako, la présente est la deuxième d'une série envisagée qui va couvrir la plupart des régions administratives du pays. Ces formations contribueront à renforcer et pérenniser les récents acquis enregistrés par le Mali, notamment son retrait de la liste grise du GAFI. Pendant 3 jours, les acteurs concernés par la formation, il s'agit du monde judiciaire et les éléments des forces armées et de sécurité. Ils seront outillés sur la connaissance des concepts de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en passant par la compréhension des enquêtes financières jusqu'à la présentation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mahamar Aïdra, directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro. Le Mali est en proie depuis plus d'une décennie au terrorisme et à l'insécurité. La prise de mesures pour tarir les sources de financement des terroristes est une impérieuse nécessité. C'est pourquoi il est important que les autorités de poursuite, les enquêteurs des forces de sécurité, les agents de contrôle des douanes et des eaux et forêts et les analystes travaillent en synergie. Cet atelier vise précisément à renforcer vos capacités opérationnelles et instaurer une cohérence et synergie d'action. À l'issue de cette session, les participants doivent avoir une bonne maîtrise des concepts de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et une meilleure utilisation du renseignement en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette session a été rendue possible grâce au soutien financier de la BAD à travers le projet d'appui aux structures de gouvernance PSG Koulikoro, Adama Traoré, Adama Senkaré pour l'ORTM. Yamfolila abrite la 10e édition du festival du Wassoulou, un événement qui, au-delà des chants et des danses, offre l'opportunité aux initiateurs de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement et face à la dégradation des sols, des forêts et des ressources en eau. Dans le Wassoulou, le Burgo et les Fladougou, l'Union Benso mobilise communauté, autorités, experts autour d'une thématique majeure, contribution de la chasse et du reste de la population dans la protection de l'environnement. Bokari Koulibaly. Après les prestations folkloriques et les visites touristiques, les participants à la 2e édition du Festival du Wassoulou marquent une pause pour parler environnement. Face à la dégradation avancée des sols, des forêts et des ressources en eau dans les localités de Birgo, Fladougou et du Wassoulou, l'Union Benso tire la sonnette d'alarme et appelle à une prise de conscience collective. Moro Diakité, président d'honneur de l'Union Benso. Nous avons retenu qu'il y a 2 causes pour la dégradation de nos écosystèmes. La première, on appelle ça les causes naturelles. Mais la principale cause de la dégradation de nos écosystèmes, c'est vraiment les mauvaises pratiques de l'homme sur l'écosystème. Donc ce que nous avons décidé, qu'on retourne à la source, que les légitimités s'impliquent activement dans la sensibilisation de l'information. Commandant Moussa Fayenke, chef du service local des eaux et forêts de Yamfolila. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas seulement les textes. Il faut changer de méthode, sinon les textes ont montré leurs limites. Non seulement il faut augmenter
la puissance de ces textes-là pour que les gens puissent avoir peur. Mais en même temps, il faut augmenter le degré de sensibilisation, de conscientisation. Ce qu'on risque là, il faut leur montrer directement. Pendant plus de 2 heures, participants et conférenciers échangent, débattent et confrontent leurs expériences autour des enjeux environnementaux. Un cadre de dialogue jugé riche et constructif qui aura répondu aux attentes de tous. Mamadou Sissoko, participant. Cette conférence m'a permis d'acquérir de nombreux enseignements, notamment à notre retour, nous nous engageons à relayer ces messages auprès de nos communautés. Mieux informés sur les réalités et les méfaits des changements climatiques, les acteurs repartent avec un engagement clair. Agir chacun à son niveau pour préserver et sauver l'écosystème du Wassoulou. Quelques mots de l'actualité étrangère. À présent au Niger, le Premier ministre de la Transition, Ali Mahaman Lamine Zeyn, ne cumule plus depuis hier la fonction de ministre de l'Économie et des Finances. Il se recentre désormais sur la primature. Le portefeuille des Finances a été confié à Mahaman Lawali Abdou Rafa, ancien directeur national de la BCAO. Cette réorganisation, selon le président, permet au Premier ministre de se concentrer sur la coordination de l'action gouvernementale. En Côte d'Ivoire, Jean-François Kouassi, président des Jeunes Ivoiriens, est sorti hier de prison, condamné pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'ordre public. L'étudiant en sociologie est libéré après 15 jours d'incarcération. Son combat, dénoncer la corruption dans les concours de la fonction publique. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a publié hier les résultats des élections municipales tenues le 7 janvier dernier. L'Union progressiste, le renouveau, obtient 963 conseillers et le bloc républicain en décroche 852, soit 49% contre 45%. Les forces Corée pour un Bénin émergent remportent moins de 7%, un score insuffisant pour prétendre à un siège. Au Nigeria, l'armée a déclaré la libération de 11 otages lors d'une opération menée tard dans la nuit de mardi à mercredi. Cette opération a permis de déjouer une tentative des groupes armés de déplacer les otages à travers une zone boisée sous le couvert de l'obscurité. Ils ont été enlevés il y a 3 mois dans la communauté de Gada-Malam-Mama dans l'état de Kaduna. Le Rwanda a engagé hier des poursuites contre le Royaume-Uni pour avoir suspendu les paiements prévus dans le cadre d'un accord migratoire. Cet accord vise à accueillir des migrants expulsés de Londres. Il a été abandonné par le Premier ministre en juillet 2024. Londres avait déjà versé des 176 millions d'euros à Kigali avant l'abandon de l'accord et 57,5 millions d'euros supplémentaires devant être versés en avril 2024. Le Premier ministre britannique entame aujourd'hui une visite de 4 jours en Chine. Une déclaration faite hier par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Lors de cette première visite du Premier ministre britannique depuis 8 ans, il va s'entretenir avec le président Xi Jinping et d'autres hauts responsables et signer un document concernant la coopération en matière de commerce et d'investissement. Après son séjour en Chine, il se rendra au Japon le samedi prochain pour s'entretenir avec la première ministre japonaise. En Indonésie, pour terminer, le bilan du glissement de terrain survenu près de Bandung sur l'île de Java est monté à 34 morts et des dizaines de disparus. Plus d'une cinquantaine de maisons ont été détruites ou endommagées et plus de 650 personnes ont été évacuées selon les autorités locales. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouverneur de la province de Java. Il a attribué cette catastrophe aux vastes plantations qui entourent la zone sinistrée, principalement utilisée pour la culture de légumes.
La page sport à prison football en Europe. Il y aura ce soir la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Le suspense est total lors de cette dernière journée qui permettra de déterminer les équipes qui vont se qualifier directement pour les 8e de finale, celles qui vont passer par les barrages et celles qui seront définitivement éliminées. Compétition africaine des clubs, nos 2 représentants s'apprêtent à jouer ce week-end au compte des rencontres de poule de la 4e journée. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Djouma Tina. Traditionnelle conférence de presse mensuelle, le ministre des Sports était devant la presse hier. Occasion pour le ministre de revenir sur l'organisation autour de la participation du Mali à la CAN qui aura été à la hauteur des attentes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba est au micro de Fotiki Tunkara. Ça a été une grande mobilisation. Nous avons eu à mobiliser 239 442 950 francs CFA. Sur ces mobilisations, il y a des billets d'avion qui ont été achetés, l'hébergement qui a été payé. On a intégré également le transport local, y compris les tickets d'entrée. Donc on a bonifié un peu les tickets d'entrée pour permettre aux Maliens qui vivent au Maroc de pouvoir en profiter. Football, compétition africaine des clubs, les rencontres de la 4e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération sont prévues samedi et dimanche sur le continent. En Coupe de la Confédération, notre représentant, le Djoulouba Athletic Club, est revenu de son voyage en Algérie où il a été battu lors de la 3e journée par l'USM d'Alger. Les Rouges de Bamako qui reçoivent ce dimanche le club algérien de l'USM d'Alger lors de la 4e journée ne sont certes pas encore éliminés, mais n'ont plus droit à l'erreur. Le Djoulouba AC doit impérativement gagner les 3 matchs restants dans l'espoir de poursuivre la campagne en Coupe de la Confédération. En Ligue africaine des champions, les voyants sont ouverts pour le Stade malien de Bamako qui, après 3 journées dans son groupe, domine les débats avec 7 points. Victorieux dimanche 2-0 du club angolais de Petro de Luanda lors de la 3e journée, le Stade malien de Bamako a voyagé hier mardi pour l'Angola en vue de la rencontre de la 4e journée où il sera l'hôte de Petro de Luanda samedi. Et l'entraîneur camerounais du Stade malien de Bamako, Mouril Mezangjoa, estime que la pression sera plutôt dans le camp du club angolais. Aussi, il a donné des éclairages à ceux qui pensent qu'il privilégie la compétition africaine plus que le championnat national. La pression est de leur côté. Nous allons jouer non seulement libérés, mais nous allons pouvoir jouer comme les premiers. Beaucoup de gens diront que nous avons gardé des joueurs derrière et beaucoup des langues se sont déliées pour dire qu'il y a des joueurs qui ne jouent que la Ligue des Champions. Non. À la vérité, on n'a pas gardé des joueurs pour le championnat et des joueurs pour la Ligue des Champions. Terminons par la Ligue européenne des champions, dont la première étape s'achève ce soir au terme de la 8e journée. Au total, 18 rencontres sont au programme à partir de 20h. L'enjeu de cette 8e et dernière journée est de déterminer les équipes du top 8, c'est-à-dire les 8 clubs qui seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Ensuite, il s'agira aussi de déterminer les formations qui vont devoir passer par les barrages et celles qui seront définitivement éliminées. En tout cas, le suspense est total ce soir lors de cette ultime journée. Par rapport aux 18 affiches, nous pouvons retenir entre autres Borussia Dortmund, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Newcastle, Benfica, Lisbonne, Real Madrid, Manchester City, Galatasaray, FC Barcelone, FC Copenhague, Athletic Bilbao, Sporting Lisbonne, Club Bruges, Olympique de Marseille, Monaco, Juventus de Turin et Naples, Chelsea. Avant cette dernière journée, seuls Arsenal et le Bayern Munich sont officiellement qualifiés pour le top 8, c'est-à-dire en 8e de finale. Par contre, les clubs éliminés sont Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Prague et Eintracht Francfort d'Allemagne. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement de ce mercredi revient encore sur l'agroécologie, une approche qui combine une discipline scientifique et un ensemble de pratiques concrètes visant à concilier performance économique et respect de l'environnement. Des actions concrètes et des partenariats sont jugés nécessaires pour protéger nos ressources naturelles. Agibou Koulibaly nous en dit plus. La collaboration entre le RESAPAC et l'ONG Joli Devenir illustre cette dynamique collective. Pour Mme Djeneba Diallo, coordinatrice du RESAPAC, la synergie entre Joli Devenir renforce leur capacité à structurer les producteurs et à consolider les marchés agroécologiques. Le RESAPAC est différent et unique au Mali et à Bamako aussi, parce que nous intervenons à Bamako.
Là, le Rezapac met des marchés hebdomadaires. Nous ne nous limitons pas seulement en accompagnant les producteurs ou les transformateurs. Non, on les accompagne à produire les produits frais, les produits transformés, en suivant des règles. Parce que dans notre réseau, nous avons un label qui est contrôlé par les autres membres. Donc, c'est un label interne pour qu'il y ait un produit de qualité qui soit mis sur nos différents marchés. Joël Simonet, coordinateur de l'ONG Gioli Devenir, abonde dans le même sens. Actuellement, on a 2 associations de femmes du côté de Banankoro qui avaient un jardin et qui n'arrivaient plus à subvenir même à leurs besoins avec ce jardin. Les pompes tombaient en panne, on n'avait pas les moyens de réparer, on n'arrivait pas à vendre assez sur les marchés pour avoir un revenu. On n'avait pas beaucoup d'activités complémentaires, donc on est arrivé, on a réparé un peu les pompes, on a mis 2 formateurs qui leur correspondent, c'est-à-dire c'est un jeune qui est sorti d'école avec une dame qui a déjà de l'âge et qui a déjà de l'expérience, qui pouvait arriver à comprendre leurs demandes, leurs besoins et qui petit à petit, on a arrivé à améliorer leur marché. On leur a donné des activités complémentaires comme le savon et le charbon bio et on arrive même maintenant à faire du microcrédit avec elles qui est remboursé régulièrement. Donc comme ces fonds de microcrédit sont revolving, dès qu'ils ont fini un, ils peuvent en avoir un autre. Cette alliance démontre que l'union des compétences techniques et des dynamiques citoyennes est essentielle pour relever les défis environnementaux. À travers le Rezapac et l'ONG Gioli Devenir, l'agroécologie paysanne s'affirme comme un projet de société fondé sur la solidarité, la durabilité et la responsabilité citoyenne. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, assisté de Ténémon Doumbia, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici. Et d'ailleurs, d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés, nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, Kanikeita sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.